Je suis né à Anvers le 24 juin 1925. Mon père était architecte, géomètre, expert pour les tribunaux, petit-fils d'architecte, arrière-petit-fils d'architecte, donc moi-même je suis d'une lignée d'architectes. Ma mère était issue d'une lignée de médecins assez réputés, originaire de Louvain, et c'était une personne extraordinaire, fille unique. Et donc, grâce à elle, grâce à ma petite sœur, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, j'ai connu une lignée de femmes qui m'ont admirablement bien guidé dans les premières années de la vie. J'ai été gâté. J'ai eu le privilège d'être fils unique et d'être terriblement libre. Mes parents m'ont laissé très libre alors que j'étais devenu fils unique. Ils avaient perdu une fille et puis d'abord une fausse couche. Donc pour eux j'étais précieux, entre guillemets, et j'aurais pu connaître une vie embêtante où on me disait toutes les 2 minutes « ne fais pas ça, c'est dangereux, tu ne peux pas faire ça, etc. » Remarquable. Même quand je suis parti comme volontaire de guerre, j'ai par principe demandé à mon père s'il était d'accord et il m'a dit « bien sûr, tu dois suivre la tradition de la famille, ton oncle s'est engagé en 14-18 comme aviateur-chasseur, il y a laissé la vie pour nous tous. Toi, tu veux faire la même chose maintenant, c'est parfait. » J'ai eu la chance, d'autres diront la malchance, d'avoir des parents qui avaient une différence d'âge énorme, 14 ans. Et en plus, quand je suis né, mon père était donc très âgé. Je n'ai pas eu les contacts d'un père joueur. J'ai eu le contact d'un père qui enseigne. Il m'a appris comme architecte à regarder, à juger, à donner mon avis sur ce que je voyais. Ça m'a beaucoup aidé dans la vie. C'est difficile de définir une éducation. J'ai une gouvernante anglaise et j'ai une gouvernante belge. Et grâce à la gouvernante anglaise, j'ai cette chance que plus tard, travaillant pour une firme anglaise, 1, je connaissais bien l'anglais, 2, je connaissais la manière de vivre des Anglais qui est totalement différente de la nôtre. La façon de se tenir, la façon de parler, la façon de répondre, la façon de manger, la façon de s'habiller, bref, un monde différent d'une autre, mais qui, précisément après la guerre, était le phare vers lequel tout le monde se dirigeait. Ils nous avaient libérés, alors c'était des dieux. Ma mère, toutes les personnes que vous allez interroger vont vous dire la même chose. Ma mère était une femme extraordinaire, parce que d'abord les femmes sont des êtres extraordinaires, et deuxièmement parce que vu l'éducation que ma mère avait reçue de la sienne et de sa grand-mère, à un âge déjà raisonnable, et avec les différentes gouvernantes qu'elle avait eues en Angleterre, elle avait été en Allemagne aussi, et puis parce que c'était une femme intelligente, elle avait l'intelligence du cœur, si vous comprenez ce que je veux dire. L'intelligence du cœur est quelque chose de tout à fait exceptionnel. On laisse parler son cœur, tout en ayant l'intelligence de ce qu'est la vie, des dangers de la vie, de vers quoi on va aller ou vers quoi on devrait aller. Voilà ma réponse. J'ai des souvenirs très variés parce que j'ai d'abord vécu au sein de la famille père, mère, enfant, mais par la suite, nous avons été habités pendant la guerre pour des raisons évidentes où il fallait se rassembler pour arriver à exploiter au mieux le peu de choses qu'on avait, que ce soit pour la nourriture ou pour l'entretien d'une maison ou
ou son entretien. J'ai été habité alors chez des grands-parents. Donc j'ai connu et j'ai eu le privilège, j'ai perdu malheureusement ma petite sœur, le privilège d'être jeune à table avec des personnes qui avaient connu la guerre 14-18. Donc je peux vous en raconter presque autant sur ce qui s'est passé à Anvers en 14-18, les premières bombes, parce qu'il y a eu les premières bombes qui étaient jetées d'un zeppelin. Ça, c'était le début des bombardements en 14-18. Et puis, je puis vous raconter le début de la guerre de 40 où j'ai vu les bombes. J'ai vu les bombes que les Stuka lâchaient sur les bateaux du port d'Anvers. Nous avions une maison qui était très haute. J'avais une très bonne paire de jumelles. Je voyais les bombes que lâchaient les Stuka avec leur horrible bruit, un bruit infernal. Hein, les Stuka, c'est quelque chose. Si vous avez entendu un Stuka qui piquait pour bombarder, vous ne l'oublierez plus jamais. Hein. C'était un bruit terrifiant. Donc j'ai vu les bateaux, ils ont coulé les bateaux dans le port d'Anvers pour encombrer, d'abord pour empêcher que éventuellement on puisse les utiliser, l'ennemi qui était l'armée belge ou la petite marine belge et les Français qui affluaient chez nous et les Anglais qui affluaient ne puissent encore utiliser cela. Avant la guerre et pendant la guerre, ma grand-mère qui avait beaucoup d'expérience, qui avait connu la guerre 14-18, elle arrivait tous les jours avec les restants de la veille à demander qu'on fasse un nouveau plat. D'ailleurs, pendant la guerre, elle allait elle-même à la cuisine pour surveiller ce qu'on faisait ou donner des conseils, etc. Oui. Mais ce qu'on mangeait était parfois infâme. Hein? C'était des légumes qui n'avaient pas de goût, c'était des pommes de terre qui n'étaient pas mûres. On n'avait pas de beurre, on ne cuisait pas au beurre, on avait de la margarine, hein, qui a été inventée par un Anversois, entre parenthèses, soit dit. Et bon, on devait acheter au marché noir, et je dois dire que ça coûtait très cher, hein, ça coûtait une fortune. Et on se déplaçait, mon père et moi, nous avons parfois fait à vélo 110, 115 kilomètres pour aller chercher quelques kilos de pommes de terre et peut-être un demi-kilo de beurre, avec le risque de se faire arrêter en cours de route et confisquer tout ce qu'on avait acheté. J'ai eu cette grande chance, parfois on avait faim, oui, effectivement, mais j'ai eu cette grande chance que, étant petit-fils unique, mes parents se sont fort sacrifiés et mon père architecte, évidemment, ne gagnait plus un copec, c'est normal. Il n'y avait plus de matériaux, les clients ne dépensaient pas à construire, évidemment. Donc j'ai eu cette chance que ils ont tout fait pour moi qui était le dernier de la famille, le dernier du nom. Je leur en suis très reconnaissant et je suis surtout conscient du sacrifice qu'ils ont fait, des efforts qu'ils ont faits. Et je leur en sais infiniment gré. Et je regrette une chose, c'est que maintenant les jeunes est tellement facile qu'ils ne se rendent pas compte de ce que nous pourrions leur apporter comme expérience de la vie, parce qu'on s'est battu pour survivre, littéralement, puisqu'on devait se cacher des Allemands. Si on faisait de la résistance, il s'agissait d'être prudent, hein, sinon on terminait au peloton d'exécution, hein, avec quelques balles dans le cœur. Mais non, je n'ai pas vraiment souffert de la faim, mais je dois dire qu'on était privé de beaucoup de choses. Et je vais ajouter une chose qui va vous étonner, monsieur. Je crois que ma bonne santé à mon âge, je la dois en partie parce que je n'ai pas mangé les saloperies que les jeunes mangent maintenant. Je m'excuse du mot saloperie, hein, mais beaucoup de ce que nous mangeons, beaucoup, est mauvais pour la santé.
c'est fait avec des produits artificiels. Dans le temps, c'était des vrais produits, c'était des légumes. Quand j'allais, et le premier jour de la guerre en 40, avec ma grand-mère, on a été faire tout de suite des courses et des provisions. Elle avait l'expérience de 14-18, donc elle savait qu'il fallait tout de suite acheter des œufs qu'on mettait dans du salicylate pour qu'ils se conservent, du café vert qu'on allait alors griller au fur et à mesure. On a acheté comme ça du sucre, des tas de choses, toutes les conserves qui pouvaient se conserver ou dont elle connaissait les recettes pour les conserver, on a tout de suite été les acheter. Et donc on a... Mais ça a duré quelques mois et la guerre a duré 5 ans. Hein. On parle toujours de la guerre qui a duré 4 ans. La guerre, monsieur, elle a commencé 1 an et demi avant mai 40. Hein. Parce que quand nous étions jeunes, que faisait-on le jour où on avait congé? On allait au cinéma, accompagné des parents. Dans le temps, les jeunes n'allaient pas seuls au cinéma. Et que donnait-on au cinéma? On donnait Pathé Gaumont, les fameux films, les films qui donnaient les actualités. Et on a vécu la guerre de Pologne. Donc tous les jeudis, on voyait ce qui se passait en Pologne. On avait vu ce qui s'est passé en Autriche aussi, quand les Allemands ont fait main basse sur l'Autriche. Donc on était déjà en état de guerre. Et moi, jeune élève au lycée, parce que j'allais dans un lycée français, à Anvers, on quittait avec les professeurs du lycée, on allait dans les parcs de la ville et on allait creuser des tranchées en vue de se protéger des bombardements qu'on attendait. Parce qu'on savait très bien que la guerre allait nous arriver. On avait très bien senti que les Allemands avaient tout préparé pour traverser la Belgique pour aller attaquer la ligne Maginot. Et j'ai commencé une phrase tout à l'heure que je n'ai peut-être pas achevée. Le fait que nous avons mangé peu, mais du bon, fait que vous avez dans cette maison une quantité de gens très âgés. Nous avons mangé sain. Nous avons mangé du vrai et peu. Nous n'avons pas surmangé, nous ne nous sommes pas gavés comme font certains jeunes maintenant, qui en plus boivent. On ne buvait pas pendant la guerre. Mon grand-père avait une bonne cave qu'on avait murée d'ailleurs pour que les Allemands n'attaquent. Mais on avait laissé une toute petite trappe. Et la trappe me permettait, moi, jeune gamin, de rentrer dans la cave, d'aller chercher une bouteille. Et le dimanche, on ouvrait une bouteille d'un bon Bordeaux ou d'un bon Bourgogne. Et chacun recevait un verre. Et voilà, c'était des bonnes vitamines. On n'a plus les repas en commun comme on avait dans le temps. On a des repas aux heures auxquelles le jeune rentre, il rentre d'une journée à l'école ou à l'université, peu importe. Il a faim, il va à la cuisine et à l'américaine, il se sert. Et puis le père rentre, ou d'abord la mère, et puis elle fristouille quelque chose, ou elle téléphone à son mari pour dire à propos, quand tu rentres, passe un peu par un tel, et achète un peu ça, et puis prends un peu une boîte de ça, et finalement on prend un repas qui est improvisé, et qui se passe par étapes. Nous mettre à table, c'était un acte. D'abord, il fallait que je sois impeccablement nettoyé les mains. Je devais presque montrer les mains à la grand-mère pour voir si elles étaient bien propres. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on est un peu paresseux, on fait un peu les choses vite, 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 on ne les fait pas comme il faut. Ça, c'est une chose. Ensuite, on était à table et il fallait se tenir comme il faut. Je sais que si quand je me mettais, j'étais fatigué parce que je rentrais, que j'avais eu un cours de gymnastique ou n'importe, la première remarque qu'on me faisait, c'était « tiens-toi droit ». Ne mets pas tes coudes sur la table. Bref, on me suivait.
Maintenant, les jeunes, on n'oserait plus leur faire une remarque. Et quand on l'a fait, ils s'en foutent éperdument. Et en plus, ils sortent immédiatement leur téléphone de la poche et ils commencent déjà à regarder. On ne pouvait pas faire autre chose que de bien se tenir, d'écouter ce que disaient les personnes et de répondre tout de suite aux questions qu'ils posaient. Et moi, quand je faisais une faute, une faute de français, ou lorsque mon grand-père me posait une question, « As-tu bien compris? Tu sais ce que veut dire ce mot? » « Non, mon papa. » Alors tu montes. Et monter, ça voulait dire que je devais aller dans son bureau, où il y avait le Larousse en 7 volumes, et je devais regarder la définition du mot. Et quand je descendais, je devais la répéter. Il m'embêtait, mon grand-père. Je lui en suis infiniment reconnaissant. J'ai eu, quand j'écrivais, j'ai eu une richesse de mots, une richesse de vocabulaire qui m'a permis et qui m'a donné une grande satisfaction d'abord à moi-même parce que je pouvais exprimer exactement ce que je ressentais ou ce que je voulais. Et ensuite parce que ça m'a beaucoup aidé. Comme expert, quand je devais rédiger un procès-verbal, je crois que je trouvais le mot correct, le mot exact. D'une part par ma formation d'architecte et d'autre part par le qualificatif, par l'adjectif que je pouvais donner ou mettre au cœur de la phrase que je faisais. Il faut dire que c'est difficile à vous expliquer parce que ça forme un tout. Non seulement la façon d'être, de se tenir, de parler, même les idées qu'on exprime, elles n'avaient pas la brutalité qu'ont certains jeunes qui, au fond, répètent les articles qu'ils lisent dans les journaux. Et à part quelques journaux, il faut dire que le vocabulaire, il est très primitif. Hein. Il l'est devenu. Il faut aller au cœur des choses maintenant, tout de suite. L'immédiateté de toutes les choses actuelles est une chose perverse. L'histoire est une connaissance indispensable. Parce que si on analyse un peu ce qu'on apprend en histoire, on apprend de la politique, on apprend de la tactique, on apprend la façon de vivre, la façon de voir les choses et de prévoir les choses. Et ça, mes professeurs me l'ont bien dit. Parce que j'ai eu une chance énorme. Hein. J'ai été instruit. Donc j'ai été éduqué exceptionnellement. J'ai été instruit d'une façon exceptionnelle avec tous mes camarades par des vieux messieurs. Alors vous allez me regarder de travers. Pourquoi? Quand j'avais l'âge d'apprendre à l'école, mes professeurs étaient déjà rappelés sous les drapeaux. Ils étaient en uniforme. Quand on dit la guerre a duré 4 ans, pour moi la guerre elle a duré 5 ans, au moins. Parce que pendant 1 an avant que les Allemands n'envahissent la Belgique, et on savait qu'ils allaient le faire, on avait trouvé des plans, etc. Parce qu'à cette époque-là, on a rappelé les vieux professeurs, ceux qui étaient à la retraite. Et je me souviens encore, je connais même encore leur nom. Messieurs, fermez vos cahiers, nous allons bavarder. Et quand on bavardait avec un vieux professeur qui avait donc la sagesse de toute une ville derrière lui, on apprenait beaucoup plus que ce qu'il y avait dans les livres. J'ai gardé un souvenir exceptionnel de ces professeurs, y compris, monsieur, le jour où le professeur d'anglais donnant son cours est interrompu par le concierge du lycée qui rentre et qui dit, il s'adresse au professeur et dit, Monsieur Blondeau, c'était son nom, je l'ai retenu, Monsieur Blondeau, ces messieurs sont là. Monsieur, notre sang s'est glacé. On savait ce que ça voulait dire. C'était la Gestapo
qui venaient arrêter notre professeur. Et quand je le dis, j'ai encore froid, parce qu'on savait l'horreur qui l'attendait. La prison, et puis le tir national, quelques balles dans la peau. On a arrêté 4 professeurs ce jour-là dans notre école. Mais lui, je l'ai vécu parce que c'est en classe qu'on est venu le lui dire. Il a ouvert sa mallette, il a mis ses livres dedans et avec le flegme d'un Anglais, ce n'était pas un Anglais, mais il avait été souvent en Angleterre, le flegme d'un Anglais nous a dit « Messieurs, je compte sur vous ». Il a fermé sa mallette et il a quitté la classe. On ne l'a plus jamais revu, évidemment. Ça marque, ça, vous savez. Ça marque. Et les 3 professeurs sont descendus, plus le directeur de l'école qui les avait dénoncés. Ah oui, il y avait des salopards aussi. Il n'y a pas eu que des héros à cette guerre-ci. Dans toutes les guerres, d'ailleurs. Il y a toujours le traître, hein. Toujours. Vous lisez l'histoire de la Grèce antique ou l'histoire de Rome, vous trouverez toujours un salopard, hein. Mais monsieur, notre nature humaine, elle est ambivalente. Ou vous êtes du bon côté, ou vous êtes du mauvais côté, ou vous raisonnez bien ou pas, vous avez du cœur ou vous n'avez pas de cœur, vous avez été bien éduqué ou mal éduqué. On vous a expliqué ce qui est le bien et on vous a expliqué ce qui est le mal. On vous l'enseigne déjà au catéchisme quand vous êtes un petit bonhomme de rien du tout. Caïn et Abel. Ils n'étaient que 2, il fallait bien qu'il y en ait un qui tue l'autre. C'est la vie, ça. Quand vous êtes un monsieur, que vous avez été éduqué comme il faut, vous savez comment il faut tout accepter, le bien comme le mal. C'est pas avec un geste de rage, c'est pas avec un geste de désespoir. C'était un bon professeur, nous étions des élèves, il nous a donné une leçon de vie. Il répondait beaucoup à nos questions, un peu comme je réponds maintenant aux vôtres. Il nous racontait des choses spontanément, bien sûr. Il nous donnait des conseils. Pour plus tard, ne pas faire ceci, faire ça. Comment calculer, comment raisonner, comment se conduire dans telle et telle circonstance. Les bêtises qu'il ne fallait pas faire. Vous êtes des jeunes gens. Vous êtes des jeunes gens de famille. Vous avez du personnel. Ne vous méconduisez pas avec le personnel. Ne vous laissez pas tenter, les soubrettes, elles ont envie, hein. Ça, les rois de France ont toujours été dépucelés par le personnel, hein. Et pas par des princesses. Qui? Non, c'est la vie. Ils nous donnaient des leçons de vie. Déjà, nous, cela devait aller vite. Parce qu'un jeune homme de 18 ans était déjà un homme. Il n'était pas encore dans les affaires, au contraire, il allait d'abord faire ses stages à gauche ou à droite. Nos parents ont aussi connu cette époque. En Anvers, par exemple, dans les grandes familles anversoises, c'était toujours le plus jeune qu'on envoyait à l'étranger dans les filiales des grandes firmes. Parce que toutes les grandes firmes, à l'époque, toutes les grandes firmes avaient des filiales, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, que ce soit en Chine, ou comme ça. Et on envoyait un membre de la famille là-bas pour créer un comptoir. Exactement comme ça s'était fait 200, 300 ans avant. Un comptoir et on pouvait alors exporter ce qu'on fabriquait en Belgique, puisque la Belgique était un des plus gros exportateurs d'Europe à l'époque. Hein? Nous avions en électricité, chemin de fer. Ce sont des Belges qui ont éclairé la plupart des grandes villes à l'époque au gaz. Ce sont les Belges qui ont fait les premières installations d'horloges comme il y a à Paris, un peu partout, à tous les grands croisements. Ce sont les Belges qui ont fait les
première grande ligne de chemin de fer. Donc on a, et avec les Français, le nord de la France surtout, hein, on a fait énormément, énormément. On était, d'ailleurs nous étions pratiquement la deuxième nation industrielle à l'époque, la petite Belgique. Ne croyez pas que j'exagère. Interrogez d'autres personnes qui ont été dans l'industrie, elles vous diraient oui, nous étions les leaders à l'époque.